Bonsoir, merci de nous retrouver dans Décryptage de la semaine. Alors cette semaine, nous proposons un petit peu concernant la loi et aussi comment ça se passe au Parlement. Et nous avons avec nous ce soir l'attorney général, M. Gavin Glover. M. Gavin Glover, bonsoir. Bonsoir. Merci avant tout d'accepter une invitation dans l'émission Décryptage. C'est tout naturel. On va poser la première question de l'émission, c'est de vous demander justement, depuis que vous avez prêté serment comme attorney général jusqu'à aujourd'hui, ça fait plusieurs mois maintenant que vous êtes à ce poste, comment vous vivez ce poste et quels sont les enjeux que vous avez justement à ce poste? J'ai accepté le poste parce que je pensais qu'il y avait une nécessité grandissante depuis quelques années de faire des réformes dans le système et dans certaines lois, surtout dans les procédures en cours. Donc, quand le Premier ministre m'a demandé de se joindre à son équipe, j'ai accepté. J'ai laissé un petit peu beaucoup derrière, mais je l'ai fait. Je pense que c'était de mon devoir. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai été lauréat et que le pays a payé mes études. Donc, je me suis dit, pourquoi pas rendre au pays ce que le pays m'a permis de devenir au fil des années. Et bon, les enjeux sont grandissimes, les enjeux sont très importants. Nous avons des hauts et des bas, nous avons des jours où nous nous demandons si jamais on va réussir à faire ce qu'on veut faire. Oui. Mais on est résilient et j'essaie tant bien que mal avec mon équipe au Attorney General's Office de produire ce qu'on s'attend de nous. Vous avez parlé des réformes justement qui paraissent un peu compliquées. Quelles sont les réformes les plus compliquées justement à faire ou à mettre en place? Écoutez, nous avons déjà eu le Legal Assistance and Legal Aid Bill. Nous avons déjà eu le Criminal Appeal Bill. Nous avons le Civil Appeal Bill qui va être dans les jours qui viennent, qui sera devant le Parlement, probablement la première séance parlementaire le 8 octobre, oui, ou une semaine plus tard. Nous avons de gros chantiers comme le Sports Act. Nous avons un autre gros chantier sur l'Adoption Bill. Et nous avons d'autres lois qui viennent se greffer dessus qui sont urgentes. Nous avons le Citizenship Act qui sera amendé. Nous avons évidemment le Law Practitioners Act, on va sûrement en parler aujourd'hui, qui demande une amélioration. Donc nous avons beaucoup de chantiers, les uns plus importants que les autres. Justement, on a vu que ce rôle d'attorney général à l'époque a été très critiqué dans le passé, surtout sous l'Ancien Régime, quand justement les gens se posaient la question sur quelles sont les limites d'un attorney général, où il peut aller, où il ne peut pas aller. Et pour vous, justement, redorer le blason de ce poste, est-ce que c'est facile ou pas? Alors, je ne suis pas là pour redorer le blason du bureau de l'attorney général, je suis là pour faire un travail, point barre. Je ne suis pas là pour passer des commentaires sur mes prédécesseurs, je ne le ferai pas. Moi, ce que j'ai toujours préconisé, et c'est ce que Navin Ramgoolam a aimé dans mon discours, c'est que je préconisais que l'attorney général ne soit pas un politicien et surtout n'est pas un deuxième ministère parce qu'il y a énormément de travail à faire à l'Attorney General's Office. Et je pense qu'on a un petit peu stagné les dernières années parce que précisément mes prédécesseurs, mon prédécesseur avait d'autres chats à fouetter. Étant donné qu'il était ministre de l'Agriculture et ministre des Affaires étrangères à un moment donné. Oui. Ce qui fait qu'il y a certaines choses qui n'ont pas été faites, qui auraient dû être faites. Bon, ça c'est... Je ne passe pas de commentaires, je ne passe pas de critiques. Le fait, c'est un fait. Je parle de faits. Et à partir de là, moi, j'essaie de faire différemment. C'est tout. Peut-être j'aimerais revenir sur la Financial Crimes Commission, les enquêtes en cours. On a vu qu'il y a pas mal d'enquêtes qui se font justement dans cette institution. Pensez-vous qu'il est temps justement de revoir cette institution et renforcer pour mettre plus d'officiers parce que le nombre d'enquêtes qu'il y a, le nombre de voitures saisies, le nombre de gros cases, comme on dit, qui se passe là-bas? Très bien. Écoutez, c'est dans le programme gouvernemental, c'est une réforme qui est très chère au Premier ministre, c'est de mettre sur pied un National Crime Agency, oui, à l'image, mais pas exactement comme le National Crime Agency en Angleterre, au Royaume-Uni. De ce fait, nous nous attelons déjà à préparer cette législation. Nous sommes en train de travailler sur l'architecture de ce New National Crime Agency, oui, qui sera différente de la FCC et qui va voir effectivement la FCC disparaître dans sa structure actuelle et être remplacé par un organisme qui sera beaucoup plus étoffé en termes de capacité et de nombre d'enquêteurs et aussi avec beaucoup plus de pouvoir sur beaucoup plus de choses qui tombent sous l'appellation serious crime.
Et ce besoin, justement, on a vu en ce moment, il y a l'affaire Reward Money. Beaucoup de personnes se posent la question comment cette quantité d'argent a pu transiter sans que personne ne lève le petit doigt. Et vous, quel est votre regard justement sur ça? D'où vient cette dérive? Ben écoutez, c'est bien simple. Quand vous avez un système où il n'y a pas de checks and balances, où il y a une seule personne qui coupe, qui tranche, vous aurez malheureusement des situations comme celle que nous avons découverte dans l'affaire de Reward Money. Oui. Il faut absolument mettre un système beaucoup plus serré. Je pense que le commissaire de police actuel a pris le taureau par les cornes parce qu'il a déjà mis sur place un nouveau système. Et allons voir si ce nouveau système marche. Mais enfin, il a l'avantage d'avoir des checks and balances. Intéressons-nous maintenant un petit peu au judiciaire. Je vais vous poser la question concernant le fondement constitutionnel de l'article 83 de la Constitution qui stipule que les juges d'appel doivent être issus de la Cour suprême. Pourquoi le gouvernement envisage-t-il malgré tout la création d'une cour d'appel composée de juges étrangers ou retraités ou en apparente contradiction? Alors, je vais vous dire qu'il n'y a absolument pas de contradiction dans la nécessité d'avoir une cour d'appel. Ce que vous insinuez, c'est que, de par votre question, que la cour d'appel ne peut être constituée que des juges de la Cour suprême. Alors, ceci est une lecture erronée de la section 80, la sous-section 3 de la Constitution, qui se lit clairement: The judges of the Court of Civil Appeal and the Court of Criminal Appeal shall be the judges for the time being of the Supreme Court. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Ceux qui avaient rédigé la Constitution n'étaient pas dupes et voyaient effectivement la possibilité qu'il y ait d'autres juges que des juges de la Cour suprême pour siéger en appel. Ceci dit, nous ne sommes pas là pour mettre en place une cour d'appel qui va, par exemple, reléguer le chef juge. Le chef juge est le chef du judiciaire, le chef juge restera le chef du judiciaire. Je sais qu'il y a eu des interrogations et j'ai moi-même pris la peine de dire au chef juge et de dire à plusieurs juges que j'ai rencontrés lors de mes différentes rencontres que le chef juge de l'île Maurice, qu'il ou quel qu'elle soit, sera le chef du judiciaire, même si on amène la cour d'appel. Ce que nous voulons arrêter, c'est que les juges qui siègent en première instance siègent aussi en cour d'appel. C'est-à-dire que vous avez le juge A qui a jugé une affaire en première instance, le juge B et C sont en appel sur ce jugement du juge A. Et puis, la semaine prochaine, c'est le contraire. Le juge A et C sont sur l'appel du juge B, et ainsi de suite. Ce n'est pas sain, c'est quelque chose qu'il faut arrêter, et tout le monde est d'accord avec ça. Mais tout le monde s'arrête sur le fait qu'on va avoir des juges étrangers. Mon analyse est bien simple. Nous avons besoin d'experts, je pense, dans certaines circonstances. Alors, pourquoi ne pas s'appuyer d'avoir des experts étrangers sur des sujets très spécifiques? Pourquoi ne pas avoir un expert français, un juge français de la Cour de cassation, siégeant sur un important dossier où le Code civil, le Code de procédure civile sont au centre des débats? Pourquoi ne pas avoir un ex-juge de la Cour suprême indienne nous aider sur un dossier épineux de droit constitutionnel? Pourquoi ne pas avoir un ex-law lord anglais venir nous aider sur un problème de témoignage, de evidence, parce que nous suivons le droit britannique sur evidence? Ce sont des suggestions. Nous sommes toujours au stade de consultation. Nous allons consulter l'âge, les juges seront consultés, le barreau sera consulté, et nous nous attellerons à donner un système de cour d'appel qui répondra aux nécessités d'aujourd'hui, tout en prenant en considération la structure constitutionnelle qu'on n'amendera pas parce que la section 83 prévoit ce qu'elle prévoit. Et vous parlez justement de ces experts étrangers. Ça me ramène à ma prochaine question. Est-ce que vous pensez que les récents événements qu'on a vus, est-ce que ça a entamé la confiance du public dans l'indépendance du judiciaire? Alors, je pense que les juges et les magistrats vous diront que pendant que j'étais au barreau, j'étais de ceux qui ont toujours défendu bec et ongle l'indépendance du judiciaire et l'intégrité du judiciaire. Oui. Je n'ai pas hésité à monter au créneau pour dire que les infrastructures, par exemple, dans des cours de justice, plus spécialement les cours de district, sont infâmes.
que ce soit pour les magistrats, que ce soit pour les employés des cours de justice, que ce soit pour ceux des citoyens qui sont demandés à venir en cours. C'est absolument exécrable. Mais nous sommes dans une situation où on essaie tant bien que mal de trouver des alternatives. Je travaille en collaboration avec le chef juge, par exemple, pour trouver en ce moment-ci un bâtiment alternatif à la cour de Flac parce qu'il faut faire la réfection de la toiture de la cour de Flac. Donc, je suis en train de liaiser avec le ministère des Terres pour trouver quelque chose d'autre dans les environs. Oui. Nous avions Yamak un terrain, un bâtiment gouvernemental. Malheureusement, le District Council de Flac ne peut pas nous le donner pour des raisons propres à eux. Nous avons les cours de district de Pamplemousse et de Mapo qui sont dans un seul bâtiment près du jardin de Pamplemousse. C'est incroyable ce qui se passe là-bas. Comment les magistrats et les officiers de la cour travaillent dans cette ambiance, c'est absolument extraordinaire. Il faut un gros coup de chapeau à eux. Et pour revenir à votre question, les juges et les magistrats de notre système travaillent sous énorme pression. Et nous avons aujourd'hui, en Cour suprême surtout, une accumulation de dossiers qui n'ont pas été résolus, pas parce qu'elles n'ont pas été entendues, mais parce qu'elles ont été entendues, mais que les jugements sont en attente. Pour cela, il y a plusieurs raisons. Il ne faut pas mettre le tort que sur les juges. Il y a le système en place qui veut que les transcripts des affaires en cours prennent des mois pour arriver au juge en question. Entre-temps, le juge qui siège quasiment tous les jours a eu d'autres dossiers et ça s'accumule. Et à partir de ce moment-là, il n'est pas difficile de comprendre qu'un juge peut avoir beaucoup de jugements en suspens. Mais c'est quelque chose qu'il faudra remédier et il faudra que les jugements qui sont en suspens doivent être regardés avec beaucoup d'insistance. Je vous donne un petit exemple. J'ai reçu dernièrement la visite d'un ambassadeur qui s'est plaint qu'un de ses compatriotes avait été arrêté, il avait été incarcéré, il avait été on remand parce que c'était une affaire de drogue et il avait passé en cours l'année dernière. On attendait toujours le jugement. Le jugement est sorti cette année-ci, il y a quelques semaines. Et la sentence n'a toujours pas été prononcée. C'est pour ça que nous sommes venus en premier lieu à venir mettre clairement dans certaines lois, maintenant, des délais à respecter. Donc, ce n'est pas une loi cadre pour toutes les affaires, mais c'est une loi spécifique. Mais il faudra, malheureusement, dans un proche avenir, arriver avec une loi qui va déterminer les délais dans lesquels les affaires doivent être entendues et décidées. Une des prochaines lois qui sera devant le Parlement sera le Courts Act où nous amendons les provisions pour le Judicial Review. Et dans cette loi, spécifiquement, il y aura des délais impartis très, très stricts à tous les stages, incluant le stage du jugement. Est-ce que ça me semble un peu compliqué de mettre des délais sur des affaires. Vous ne pensez pas comment, justement, si jamais le délai n'est pas respecté, qu'est-ce qui se passe? On donnera toujours une discrétion au juge. Il ne faut pas travailler dans des paramètres qui sont inamovibles. Il faut avoir une certaine souplesse. Cette souplesse, c'est la discrétion du juge. Mais la discrétion du juge sera dans des paramètres tellement stricts que la discrétion ne pourra pas permettre au juge d'étendre éternellement des procès. Vous savez, il y a des fois, les juges et les magistrats sont très accommodants, comprennent la situation des litigants, comprennent la situation des avocats, mais on est arrivé à un stage où malheureusement, il faudra arriver à restreindre ces paramètres pour qu'on puisse venir dire, on ne puisse pas venir dire que justice delayed is justice denied. Il faut arriver à cerner et résoudre ce problème. Vous ne craignez pas que ça a un impact sur le jugement? Par exemple, si ça alterne le jugement ou le juge se dit qu'il travaille sous pression? Tout le monde travaille sous pression. Vous travaillez sous pression. Moi, je travaille sous pression. Les juges travaillent sous pression. Tout le monde travaille sous pression. J'ai entendu le Premier ministre et le Deputy Prime Minister dire la même chose. Et je peux vous dire que ceux qui croient que nous tournons les pouces
au gouvernement, ben, se mettre le doigt dans l'œil, peut-être le pouce dans l'œil. Le fait brutal est que tout le monde est appelé à travailler sous pression. C'est l'air du temps. C'est aussi simple que ça. Prochaine question, M. Glover, on va parler un petit peu de notre bras de fer qui est entre l'exécutif et le judiciaire. Comment vous répondez aux critiques selon lesquelles la décision de la présidence de publier une liste modifiée de signaux counsel, malgré son retrait par la Cour suprême, équivaut à une ingérence de l'exécutif dans les prérogatives judiciaires? Alors, je ne suis pas d'accord du tout quand on te dit qu'il y a une ingérence quelconque dans les affaires judiciaires. La section 9A du Law Practitioners Act est très claire et malheureusement, on ne la cite pas assez souvent. Oui. La section commence par dire « The President of the Republic may » pourrait nommer des senior counsel, des senior attorneys on the recommendation of the Chief Justice by letters patent, etc., etc. Donc, si nous lisons la section 9A, il y a clairement nécessité d'une collaboration entre le chef-juge et la présidence. Le chef-juge n'a aucune obligation de faire des recommandations, ce qui pour moi n'est pas juste. D'ailleurs, nous avons eu des délais extraordinaires. En 2010, quand moi j'ai été nommé, avec Antoine Domingue, entre autres, ça n'avait été, je crois, depuis 8 ans qu'il n'y avait pas eu de nomination. Et il y a eu ce jour-là, le jour de la prestation en Cour suprême où on a reçu notre letters patent, le chef-juge d'alors, Bernard Siquin, avait mis au grand jour le fait qu'il y avait beaucoup qui avaient été nommés cette fois-là parce qu'il y avait beaucoup d'années qui s'étaient passées. Il avait expliqué dans son allocution ce jour-là comment et quelle est la procédure qu'il avait suivie. Très clair, pas de problème. Évidemment, il y a eu ceux qui n'étaient pas d'accord, c'est leur droit le plus strict. Et puis on a attendu encore 6 ans, et encore une fois, il y a eu des mécontents, parce qu'on avait attendu 6 ans, il y avait plusieurs, et certains d'autres croyaient qu'ils auraient dû être sur la liste. Et là, 2006 à 2025, c'est encore 9 ans. Ça aussi, c'est pas bon. Je dois dire, quand j'ai été nommé, une des premières choses que j'ai dites au chef-juge, probablement pendant notre première rencontre, que j'aurais aimé que le chef-juge nomme les senior counsel et des senior attorneys. Pourquoi? Nous sommes dans une profession qui, aujourd'hui, les avocats, on a à peu près de 1500 avocats à Maurice. Mm-hmm. Et nous avons probablement moins de 25 senior counsel, stroke cases, qui sont en opération, qui travaillent à Maurice. Et je me suis moi-même rendu compte, quand je me suis retiré du privé fin novembre, et que mes clients me demandaient, who is the senior counsel who will replace you? Surtout les étrangers, je me suis retourné, puis la moitié était déjà contre moi dans les affaires concernées, oui. Et les autres moitiés, soit ils ne faisaient pas le pénal, soit ils ne faisaient pas le commercial, soit ils ne faisaient pas les affaires de famille, et ça a été un drame. Et puis, il y a beaucoup d'avocats qui ont 25, 30, 35 ans de barreau, qui pour moi méritaient d'être senior counsel. Moi-même, j'ai 40 ans de barreau cette année-ci. Alors, j'ai pris du temps pour convaincre le chef-juge, qui était un petit peu refroidi, ayant vu les contestations en 2010 et en 2016. Elle a finalement accepté avec moi qu'elle reconnaissait qu'il y avait une nécessité de le faire, et elle a fait l'exercice. Bon, ce que je comprends, c'est que, au vu d'un possible conflit d'intérêts, le chef-juge s'est désisté et a demandé à son numéro 2 de faire l'exercice sous la section 9A. Je pense qu'elle n'avait pas parfaitement le droit de le faire. D'ailleurs, elle m'a posé la question, je lui ai dit que je pensais qu'elle avait le droit de le faire. Et puis, il y a eu ce qu'il a eu. Moi, je ne peux pas vous divulguer des faits qui sont à ma connaissance, mais qui ne sont pas dans le public, parce que j'ai un devoir de réserve, que ce soit vis-à-vis du chef-juge ou que ce soit vis-à-vis du président de la République, qui m'a aussi parlé maintes fois durant les dernières semaines. Alors, il n'y a absolument aucune ingérence. Oui. Il y a malheureusement des contestations. Alors, je vous apporte une nouvelle. La demande d'injonction de 3 avocats, c'est-à-dire
Avinash Sanasi, Jackson Manking et Joy Biari a été retiré aujourd'hui. A été retiré par leur avoué. Entre-temps, vendredi dernier, Jackson Manking et Avinash Sanasi, avec Mme Ragavoudou, ont entré un judicial review qui va être appelé pour la première fois le 22 septembre. Ce sont des public documents, donc vous pouvez consulter. Je ne suis pas en train de divulguer quoi que ce soit de privé. Et malheureusement, nous avons comme parties concernées le chef juge, la présidente, le senior punit judge, l'attorney général, enfin, tout le monde. Et c'est extrêmement chagrinant parce que je pense que personne n'a un droit ici à protéger. Quand vous êtes nommé GOSK ou CSK, vous n'avez pas droit à ce titre honorifique. On vous le confère de par ce que vous avez fait et d'après la législation qui existe à cet effet, le National Awards Act. Donc, malheureusement, notre Law Practitioners Act est très succinct et vraiment ne dit pas grand-chose, excepté de dire qu'il faut que l'avoué ou l'avocat en question ait plus de 15 ans d'expérience. Et là aussi, il y a des divergences de vues. Ce que ça veut dire, est-ce que ça veut dire qu'il faut que la personne soit in practice ou not in practice? Et là aussi, vous savez, si vous regardez la loi, la section 9A 2 a des mots qui retiennent l'attention. Il dit « No barrister or attorney shall be appointed pursuant to subsection 1 unless he is now or has been before a barrister or an attorney of not less than 15 years standing. » Donc, a priori, ceux qui ont rédigé cette loi n'ont pas exclu ceux qui avaient eu 15 ans de barreau, disons il y a 5 ans, oui, et qui depuis ne sont plus au barreau. Ça, c'est ma lecture. C'est une lecture littérale de ce qui existe. Bon. Il y a malheureusement ce langage qui prête à interprétation. Et quand vous avez une interprétation, si vous avez 10 avocats là, ils vont vous donner 10 opinions différentes. Donc, on va pas se faire. Ce qu'il faut, c'est une nouvelle loi. Le premier draft de cette loi est prêt. Je vais en parler à mes collègues ministres et nous allons présenter ce draft de la nouvelle loi au Conseil des ministres, pas ce vendredi, mais vendredi prochain, le 19, ou au pis-aller, le 26. Mais étant une loi extrêmement importante, nous allons nous assurer que le Premier ministre préside ce Conseil des ministres où cette loi sera abordée par le Conseil des ministres. Et nous allons clarifier tout. Nous allons faire ce qui se fait de mieux partout ailleurs, c'est-à-dire nous n'aurons pas une personne comme le chef juge qui décide, c'est-à-dire le pauvre ou la pauvre, il a toute la responsabilité. Donc nous allons prévoir un conseil, un comité qui va recommander, un recommendation committee, oui, qui évidemment aura le chef juge comme chairperson et inclura aussi le SPJ. Et puis, nous allons nous assurer qu'il y ait un nombre impair sur ce comité pour que les choses soient claires. Oui, oui, nous allons aussi nous assurer que ce comité siège au moins une fois dans des périodes définies et nous allons nous assurer qu'il y ait tout au moins une liste non exhaustive, mais une liste de critères qui a été un des trucs qui a été dit que bon, il n'y a absolument aucun critère, c'est laissé à une discrétion très vague, etc. Je comprends. Et puis nous allons, je pense, nous assurer que tout comme les titres honorifiques qui sont décernés le 12 mars, ces titres honorifiques ne soient pas sujets à des attaques alors qu'il n'y en ait pas nécessité. Et j'espère que ça abrogera le problème dans sa finalité et que ceux qui ont été nommés, appointed, et dont les noms ont paru dans la presse, vous savez, ils sont dans un embarras extraordinaire. Oui.
Vous savez, ils ont été... le président a fait un press release. Le press release doit être vrai. Oui. Nous avons appris dans la presse et que les letters patent ont été issued par le président. Et s'ils ont été issued par le président, ils peuvent être un seul endroit. Et c'est resté là, lettre morte. C'est bien le mot, lettre morte, letters patent. Donc, nous nous attelons à résoudre tous les problèmes. Et le premier des problèmes, c'est de s'assurer que ceux qui ont été nommés et dont leurs noms ont apparu dans la presse ne soient pas laissés sur le carreau et que les choses se mettent en place dans les plus brefs délais. J'aimerais vous parler maintenant un petit peu de l'épisode afrinique. Avec le recul, est-ce que vous pensez que c'était constitutionnel de nommer le juge Nicolas Ossan-Belpo comme enquêteur spécial sans l'aval de la chef-juge, contrairement à l'usage judiciaire? Alors, vous savez, j'ai entendu un de mes confrères, Ivan Colendavelou, pour ne pas le citer, dire que ça n'avait rien d'anticonstitutionnel. Je suis d'accord avec lui. Il y a eu peut-être une entorse à la procédure, Oui. parce que le Judicial and Legal Service Commission n'avait pas été, pas le chef-juge, le Judicial and Legal Service Commission n'avait pas été mis au courant ou consulté. Alors, je ne vous apprends rien. Il y a eu beaucoup de juges qui ont été nommés pour présider des commissions d'enquête. Ceci se fait en collaboration, par le président, en collaboration avec le Judicial and Legal Service Commission. Ici, nous avions une situation assez délicate, quand je dis délicate, pour plusieurs raisons, mais il y a certaines raisons que je ne pourrais pas dire ici. Mais la raison principale, c'est que nous étions dans une situation de crise. Nous avions un comité panafricain qui siégeait ce fameux vendredi ou jeudi et qui allait probablement prendre la décision de bouger l'African Registry pour IP Addresses de Maurice à un autre pays africain. Ça aurait été une magistrale claque pour nous et c'est vraiment pas ce qu'on voulait qu'il se passe. Il ne faut pas oublier que le problème d'Afrique date de 4 ans. Ce que je comprends, il y a près de 75 affaires qui ont été devant la Cour suprême. Quasiment tous les juges de la Cour suprême ont siégé d'un moment ou un autre sur une de ces affaires. Nous voulions, donc nous avons pris la décision, de conseiller au Premier ministre de faire que la compagnie afrinique soit declared company pour que le Register of Companies puisse, sous la section 229, si je ne me trompe, si je m'abuse, nommer un inspecteur. Il fallait nommer un inspecteur qui soit un ex-judicial officer ou un judicial officer, ou même un auditeur, mais nous ne voulons pas nommer un auditeur parce qu'il y avait des problèmes légaux. Donc, il fallait nommer quelqu'un. Donc, c'était très difficile de trouver quelqu'un. Nous n'avons pas pensé à un juge, nous avons pensé à plusieurs juges. J'ai parlé à au moins 2 juges. Et puis, on a décidé de recommander au registrar de nommer M. Nicolas Ossan-Belpo. Oui. Et puis, il y a eu la nécessité de demander au président de confirmer cette nomination. Par la suite, il y a eu une contestation et le juge, en sa sagesse, a décidé de se retirer pour ne pas embarrasser le judiciaire. Et je salue très bas la décision du juge. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres inspecteurs qui ont été nommés, pour la bonne et simple raison qu'à l'heure que je vous parle, les élections se poursuivent à Afrinique et nous espérons que les choses se passent correctement et que le nouveau board d'Afrique prenne les rênes d'Afrique le plus vite possible. Et puis, nous prendrons la décision qui s'impose s'il faut abroger la précédente décision que l'Afrique soit un declared company ou de continuer quand même pour faire des investigations. Mais ça, ce n'est pas pour aujourd'hui.
D'accord, M. Glover. J'aimerais maintenant vous parler justement de la tentative de créer une prosecution commission en 2016 qui a été abandonnée sous la pression. Quelles leçons le gouvernement justement a-t-il tiré de cet épisode et comment sont-elles appliquées aujourd'hui? Écoutez, j'étais un de ceux qui étaient complètement opposés à ce prosecution commission. Oui. D'ailleurs, je n'ai pas compris comment certains de mes confrères, pour qui j'ai beaucoup de respect, n'avaient pas, nonobstant le fait qu'ils étaient dans le gouvernement, ne s'étaient pas élevés contre ça. Ça aurait été une entorse à la Constitution et à l'esprit démocratique qui est garanti pour la section 1 de notre Constitution. Donc, nous avons appris qu'il ne faut pas toucher à ces garanties. Mais comme je vous ai dit plus tôt, la séparation de pouvoir ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de collaboration entre la présidence, le judiciaire et l'exécutif, parce qu'il y a des nécessités qui sont prévues par la loi. Vous savez, il y a des fois, le président a le droit, par exemple, in his own deliberate judgment, et vous voyez ça à la section 75 de la Constitution concernant la commission de pourvoi en grâce. Et puis, certaines fois, il a besoin de faire ça en consultation with the Prime Minister or the Cabinet. Et puis, upon the recommendation of the CJ, comme dans le LPA. Et puis, plusieurs trucs comme ça. Okay? Alors, par exemple, nous avons un Valuation Tribunal sur le Local Government Act. Le Valuation Tribunal, ce doit être un membre du judiciaire. Et le membre du judiciaire, évidemment, il faut que le Judicial and Legal Service Commission soit mis au courant avant que le président nomme. Donc, il y a tout un état là, toute une série de provisions dans toutes les lois où il y a différentes façons d'interaction entre les leviers du pouvoir. Parce que les leviers du pouvoir, c'est non seulement l'exécutif, le législatif, mais aussi le judiciaire. C'est un pouvoir en lui-même. Oui. C'est pour ça que le journaliste, c'est le 4e pouvoir, n'est-ce pas? Alors, le fait est que ceci a emmené mon père dans un jugement il y a bien des années de ça, de dire que lui préfère parler en termes de juxtaposition de pouvoir au lieu de parler de séparation de pouvoir. C'est une façon de faire comprendre que the powers cannot work in silos. There must be a certain amount of collaboration between them so that democracy works. But ça ne veut pas dire que collaboration veut dire marcher sur les plates-bandes de l'autre. Oui. Ça exclut cela, mais ça n'exclut pas une collaboration. Voilà pourquoi mon père avait parlé de juxtaposition de pouvoir, et je pense qu'il avait absolument raison. On va parler maintenant de, justement, il y a certains critiques qui estiment que Maurice risque de normaliser l'ingérence politique dans la justice, parce qu'on a vu que chaque gouvernement qui vient décide de remodeler les institutions selon ses intérêts. Quelle garantie mettez-vous en place justement pour éviter cette dérive ou faire taire ces critiques que chaque gouvernement qui vient décide d'altérer les institutions à leur manière? Alors, comment vous répondre sans critiquer vertement ce qui s'est passé avant? Nous sommes aujourd'hui avec un gouvernement qui peut changer la Constitution du jour au lendemain. Nous sommes bien d'accord. En 9 mois, nous n'avons changé la Constitution qu'une seule fois, oui, pour une raison très claire. Et personne n'a trouvé à redire, parce que c'était une nécessité. Right. Nous avons le premier texte de loi que j'ai emmené au Parlement. Quel était? C'était qu'on redonne dans le FCC Act le pouvoir discrétionnaire absolu au directeur et poursuite publique. Qui plus isolé qui ça? PENA. OK? C'était un signature statement qu'on voulait faire pour démontrer quel était le but et quelle était l'intention de ce gouvernement. Vous savez, je sors du barreau privé. Je me suis battu contre des injustices pendant 40 ans. Oui. Ceux qui le font aujourd'hui, je les respecte. Ils font exactement ce que j'ai fait moi pendant 40 ans. Donc, par exemple, quand je vois les 3 affaires qui ont été logées contre le BRP, ben, OK, c'est de bonne guerre. Ils lancent la balle. Oui. On verra bien ce que la Cour décide in fine. Donc, j'ai aucun problème avec tout ça. Et vous allez voir, il y a une chose que
laissez-moi dire ça. Je ne suis pas politicien, mais je remarque quelque chose, et comme un observateur averti, je vois quelque chose que les gens semblent ne pas voir. Vous avez vu la pléthore de critiques, la pléthore d'affaires en cours, contestant maintes choses. Vous avez entendu un membre du gouvernement faire une remarque sur ces affaires? Non. Pourquoi? Parce qu'on respecte le droit des gens. Parce que les gens peuvent dormir tranquilles chez eux. Ils savent qu'avec nous, ça va se passer correctement. En tout cas, quand moi je suis là, c'est comme ça, parce que je me rappelle très bien, après le licenciement des employés des municipalités et des councils, et lorsqu'il y a eu que les juges de la Cour suprême, pour 39 d'entre eux, avaient dit arrêtez les procédures, j'ai fait une déclaration, si je ne m'abuse, à Radio One même, je pense, et je dis il n'y aura pas de discrimination tant que je suis là. Je le répète, tant que je peux faire ce que je peux faire, et tant que je suis là, il n'y aura pas de discrimination. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a 39 seulement qui ont rentré une affaire en cours que les 1200 autres personnes allaient être laissées sur le carreau parce qu'ils n'ont pas rentré une affaire en cours, parce qu'ils n'avaient pas d'argent pour rentrer une affaire en cours, ou bien qu'ils ne voulaient pas, ils n'avaient pas le vouloir d'entrer une affaire en cours. Tout le monde est logé à la même enseigne. Tout le monde pareil. Donc, c'est pour ça que j'ai conseillé au gouvernement de garder tout le monde jusqu'à la fin des procès, du procès. Bon, par la suite, il y a eu 3 autres procès qui sont rentrés, mais ce n'était pas la peine de rentrer ces procès-là, parce qu'il y avait un procès déjà qui était là, et ce procès-là décidera du principe. Est-ce que c'était légal d'aller de l'avant avec ces licenciements-là ou pas? Et maintenant, est-ce que vous vous engagez justement à mener de larges consultations transparentes avec le judiciaire, les associations du barreau et la société civile avant toute réforme constitutionnelle ou électorale? Réforme électorale, not my cup of tea. Le DPM a fait déjà sa conférence de presse aujourd'hui. Je la laisse. Moi, je ne vais pas faire de commentaires. La réforme constitutionnelle, comme vous savez, nous sommes en retard sur la réforme constitutionnelle parce que le Constitutional Reform Constitutional Review Committee n'a pas été mis sur place. Alors, c'est pas vrai de dire qu'on a totalement oublié. Nous y travaillons. Nous avons déjà contacté plusieurs personnes pour siéger sur ce comité. La question, c'est de cerner les terms of reference. Évidemment, nous avons déjà les points qui ont été validés par le programme électoral, qui seront des points saillants. Mais là, vous voyez, par exemple, la question électorale a été mise de côté et traitée différemment. Mais oui, il y aura des consultations et ce Constitutional Review Committee, évidemment, va inviter sur des sujets pertinents les citoyens mauriciens de venir faire valoir ce qu'ils pensent devrait être changé ou ne pas changé. Et ils feront leur rapport et le gouvernement prendra les décisions qui s'imposent. Une question, monsieur Glover, désolé. Concernant les sensibilités qui entourent le rôle d'avocat de Maître Raouf Goulboul, d'ailleurs je viens de dire le nom, l'époux de la chef-juge, est-ce que vous pensez que le gouvernement a aggravé le problème en écartant la chef-juge au lieu de laisser la magistrature gérer en interne les éventuels conflits d'intérêts? Je ne comprends pas votre question. Peut-être vous pouvez m'aider. Moi, je ne comprends pas quand vous me dites qu'il y a eu... on a mis à l'écart. Moi, j'ai entière confiance dans la droiture du chef-juge. Mon confrère Raouf Goulboul, que je connais, comme je vous dis, depuis 40 ans, parce que je pense qu'il a 1 an de plus que moi au barreau. Vous savez, quand Raouf Goulboul a été appelé devant la commission d'enquête de M. Lam Changlin pour la première fois. Le premier avocat vers lequel il s'est tourné, c'était moi à l'époque. Et je l'ai aidé dans la mesure du possible. Comme j'ai toujours répondu à tous les avocats qui avaient des soucis pendant que j'étais au barreau. J'ai toujours aidé tout le monde. Et je pense qu'il y aura peut-être une seule personne qui me dira le contraire, mais ça, c'est dans une affaire très particulière. Donc,
je comprends pas trop votre question. Je ne vois pas dans quelle mesure le gouvernement a écarté le chef juge de quoi que ce soit. Je ne pense pas qu'il y a un truc de conflit d'intérêt. Le conflit d'intérêt, pour un avocat, c'est bien simple. C'est à l'avocat de décider s'il y a conflit d'intérêt. Et s'il prend le risque et il se trouve par la suite dans un état de conflit d'intérêt, ben, il passera à la casserole. Il n'y a pas de doute. Il aura des problèmes parce que le code d'éthique est clair. Mais on peut faire les complaintes, on peut faire les plaintes qu'on veut contre les avocats. Il y a des fois, lorsqu'on regarde les plaintes, on se dit il y a peut-être quelque chose de vrai là, peut-être qu'il y aura effectivement un conflit d'intérêt. Oui. You have to err on the side of caution. Okay? Tout avocat doit err on the side of caution. Donc, s'il y a the remote possibility, there might be a conflict of interest, le meilleur conseil que moi je donnerais à l'avocat, c'est de ne pas se mouiller et préférablement de prendre un step backward. Se retirer. Absolument. D'accord, M. Glover. J'aimerais vous demander maintenant concernant l'affaire des coffres du Premier ministre Gavin Glover qui se poursuit devant les tribunaux. Il y a la question que ça peut paraître comme un nouveau terrain d'affrontement judiciaire exécutif et les personnes se posent la question où se trouve la séparation de pouvoir maintenant dans cette affaire. Je ne comprends pas pourquoi on se pose cette question-là. Ramgoulam a été mis devant les tribunaux depuis, je pense, février 2015. J'ai défendu avec d'autres confrères Navin Ramgoulam de 2015 à novembre 2024. Il a passé par toutes sortes de procès et le procès dont vous me parlez aujourd'hui est un procès qui a commencé alors que j'étais son avocat. Oui. Et puis, j'ai eu à me retirer, évidemment, et le procès continue avec celui qui a été mon second pendant les 10 dernières années, Robin Ramble. Charles Cartouzier, les deux ont été avec moi depuis le jour de l'arrestation de Navin Ramgoulam. À un moment donné, Robin s'est concentré sur le cas de Mme Ramgoulam à un moment donné, au début, et puis ça, il est revenu me rejoindre quand les affaires sont passées en cours. Alors, comment ça peut être un conflit entre l'État, l'exécutif et le judiciaire? Je ne comprends pas. Et je vous dis pourquoi. Allons prendre les 3 dernières séances. Il y a 2-3 séances de cela. L'affaire est renvoyée pour novembre. Je crois que c'est en août, c'est renvoyé en novembre. Maître Nataraj Monisomi, qui représente le Depuis, donne des dates et l'avocat de Navin Ramgoulam, au vu des fonctions de son client, dit que ça va être un peu difficile. Vous le voyez, il n'est pas en Maurice là en septembre, il rentre 3 jours plus tard, il repart probablement pour New York pour l'Assemblée générale des Nations Unies. Il rentre et puis ça, nous avons la visite, une délégation britannique pour les Chagos, et puis ça, nous avons la visite du chef juge de l'Inde le 2, 3 et 4 octobre, et ça s'enchaîne, et ça s'enchaîne, et ça s'enchaîne, et nous avons, donc, ils avaient donné une date en novembre. Le Depuis n'était pas content, il a le droit de ne pas être content, hein. Il n'est pas content, il est créé à la Cour, et là, la Cour apparemment n'a pas été contente que, après avoir tombé d'accord, ils sont revenus pour demander une autre date, mais qu'est-ce qui s'est passé? L'avocat de Navin Ramgoulam est parti en cour, et a dit, OK, il y a eu des discussions, mais l'affaire a été ramenée au 23 octobre. What do you want more than that? Navin Ramgoulam est arrivé en cour comme tout citoyen, et il n'y avait pas une horde de policiers autour de lui, il y avait ces 2 gars du corps normaux, il s'est assis en cour, il est assis dans le box des accusés, son avocat s'est mis debout, la cour était là, l'avocat du parquet était là. What do you want more? Après, on verra bien ce que l'affaire, quand l'affaire se développe et qu'est-ce qui se passera quand les témoignages viendront. Maintenant, on va aborder d'autres sujets d'actualité avant de conclure l'émission. Déjà 45 minutes, je vois qu'on est déjà 45 minutes. Vous avez dit plutôt 40 ans au barreau. Oui. Quelle est l'affaire qui a été plus compliquée ou plus marquante pour vous? Ça, c'est une question que j'aimerais vous poser après avoir... Ah, il y en a eu beaucoup. Ma première affaire en 1985, où un vieux monsieur, un vieux retraité avait été poursuivi pour avoir... L'affaire de ballon de foot. Ballon de foot. Ça, évidemment, ça vous marque. Ma première affaire en cour intermédiaire pénal, quand je défendais un monsieur accusé de swindling, c'est ma première grosse affaire. Et un des magistrats était Paul Lamchangni, ce jour-là. Il y en avait 2 en cour intermédiaire à cette époque-là.
au criminel. Ça, c'était des faits marquants. Le constitutional case sur la section 250 du Code pénal, il y a quelques années de cela. L'affaire Mégro, évidemment. L'affaire Peter Roberts, évidemment. Mais beaucoup d'affaires m'ont marqué pour différentes raisons. Hein. Vous savez, il y a peut-être des affaires bêtes et idiotes pour beaucoup, because they don't make the first page of the newspaper, mais pour moi, c'est marquant pour différentes raisons. Et j'en ai beaucoup. J'ai vu dans un récent interview avec l'Express, justement, après vous avez prêté serment, on a vu que vous êtes très family man, vous êtes très proche de votre famille, etc. Quand vous avez pris ce poste d'attorney général, qu'est-ce que ça change de votre quotidien comparé à la vie que vous meniez avant et maintenant? Alors, premièrement, vous savez, j'avais fait une petite promesse à mon épouse quand on s'est mariés que je n'avais pas fait de la politique. Donc, quand j'ai été, on m'a demandé d'être attorney général, j'ai essayé de plaider que ce n'était pas vraiment de la politique. Mais elle savait très bien que je voulais absolument essayer de faire quelque chose pour remédier à ce que je trouvais quelque chose qu'il fallait nécessairement secouer et essayer de faire marcher et faire bouger. Et elle a agréé à ce que je prenne le poste. Mais je peux vous dire que depuis que j'y suis le 29 novembre 2024, pas plus tard que hier, j'avais fait une petite interview pour la MBC pour les Chagos. Oui. Et j'ai eu 2 commentaires, mais alors 2 commentaires seulement, pas de 2 amis à moi, qui m'ont dit « Well done, mais tu parais bien fatigué ». Alors, je pense que vous avez tout compris. Mais vous regrettez aujourd'hui d'avoir mis en parenthèse votre carrière d'avocat? Non. J'ai des doutes, certainement. J'ai des doutes, ça a pris du temps, ça prend toujours du temps. Je ne suis toujours pas habitué avec le système, le Parlement, le Conseil des ministres, etc. Mais bon, j'ai appris, je continue à apprendre. Je ne regrette pas, mais je ne peux pas aussi dire que je n'ai pas eu quelquefois de sérieux doutes si j'avais fait le bon choix. Et pour l'instant, ça va. Mais quels sont les avantages, les vrais avantages attachés au titre de senior counsel ou Alors, c'est un titre honorifique. En fait, c'est une reconnaissance de ce que vous avez fait dans votre parcours professionnel. Alors, ça peut être le fait que ça fait 40 ans que vous paraissez en cours, que vous êtes toujours un bouc correct, ou une femme correcte, etc. Ça fait aussi que vous êtes, pour moi, ça c'est je pense qu'il y a certaines personnes qui sont des experts dans certains field of activities. Moi, je suis un peu un jack of all trades, je fais tout, commercial, family, criminel, civil, etc. Mais il y a d'autres avocats qui sont spécialistes dans un créneau particulier et qu'il faut reconnaître. Nous avons des avocats qui ne sont pas en cours, mais qui sont des maîtres dans leur domaine. Je connais quelques-uns qui ne sont pas en cours tous les jours, qui n'ont jamais été en cours depuis beaucoup d'années, qui sont des as, par exemple, du transactionnel. Je pense que ces gens-là aussi doivent être reconnus. Et je pense qu'il faut absolument revoir tous les paramètres de ce titre qui, pour moi, n'est pas plus qu'un titre honorifique. Quand j'entends dire par certains que avoir le titre de senior counsel, ça permet de faire plus de fric, je suis un petit peu désabusé. Je suis un petit peu malade de voir que c'est le mindset. Ça ne devrait pas être le mindset. C'est plus de responsabilité, finalement. C'est pas plus de responsabilité, mais c'est que vous devenez quelqu'un que les jeunes doivent look up to. OK? C'est pas question que vous allez faire plus d'argent. Vous êtes là, vous êtes devant, vous asseyez sur le premier banc, in a bar, et là, vous avez besoin de vous comporter de telle façon à ce que vous soyez un modèle pour les juniors. Et puis, si vous n'avez pas été choisi, vous n'avez pas été choisi. Vous pouvez avoir ce que vous voulez comme grievances, mais je trouve que malheureusement, cette malheureuse affaire en cours n'aurait jamais dû être. Et je vais m'atteler à ce que cette nouvelle loi soit en vigueur le plus vite possible pour emmener à sa fin toute cette procédure et clarifier la loi. Comme je vous ai dit, comme j'ai toujours dit, mon but c'est de clarifier la loi
access to justice. Access to justice is that le citoyen comprend, voit et comprend ce qui se passe. Et c'est pourquoi ça s'est passé comme ça. Et c'est pour ça que nous allons emmener des amendements assez importants à la loi. Vous sentez ce besoin d'être un modèle pour les jeunes? Parce que j'ai l'impression que vous l'étiez déjà. Quand on parle des avocats les plus connus, les plus populaires, Maurice, vous faites partie de ces avocats les plus respectés, on va dire, c'est le mot. Je suis content du compliment, mais si. J'ai toujours essayé d'être cela. Cela m'a été inculqué par mon père et ma mère depuis les débuts. Et j'espère que je resterai ce modèle dont vous parlez. Actualité oblige, je vais conclure avec le dossier Chagos, justement. Quelle est votre réaction quand vous voyez les récents événements au-dessus de chez Chagos? Est-ce qu'on peut dire que l'accord final est désormais sur la bonne voie? Alors, sur la bonne voie, mais malheureusement, on n'est pas au bout de nos peines. Oui. OK? Donc, ça a été un moment difficile avant-hier soir. Les parlementaires du Parti travailliste ont eu forte affaire contre une opposition quasi unifiée contre eux. Mais ils ont passé le cap. Ils ont une majorité assez importante au House of Commons. Donc, il y aura un committee stage. J'apprends que là aussi, ce sera, pour utiliser les mots de quelqu'un du gouvernement britannique, it will be a grueling experience. Et puis, nous avons, après le House of Commons, le House of Lords. Alors, le House of Lords, les partis en présence sont différentes. Les travaillistes n'ont pas une majorité au House of Lords. La dernière fois, ils ont eu l'appui des libéraux démocrates. Après avoir été tombé d'accord avec eux sur un ou deux sujets sur lesquels le gouvernement britannique a partagé avec moi et sur lesquels nous sommes entièrement d'accord. Et nous nous attelons à précisément mettre tout en place pour l'implémentation du traité si et quand il sera ratifié l'année prochaine, au début de l'année prochaine, et entre-temps aussi satisfaire tous les parlementaires, tous les Lords du House of Lords qui sont encore en question mark mode concernant ce traité. Monsieur Gavin Glover, merci beaucoup d'accepter mon invitation dans l'émission Décryptage. Moi, vous allez sur aller sans poser cette question, dernière question, les cours, c'est une réponse. Ça devrait c'est une revive. Vous connaissez aussi bien actif dans ça combat là. Nous rappelle très bien, tu as plusieurs réunions qui se peuvent faire, tu peux finir bientôt et tu peux accepter de nos déclarations après cette réunion là. Je dis comme tout ça, des morts, peut revivre, qui est vos réactions? Alors, mon mari content, pose-moi sa question là, parce que j'en ai beaucoup de monde dire, depuis 9 mois, pas de faire rien. Une bonne affaire qui n'a pas de tu promets, c'est que tu peux rendre ça de mort sur le net de noblesse. Oui. N'est-ce pas? Right. Dans une situation absolument affreuse qui le précédent gouvernement laisse sans mort, en 9 mois, nous réussi à remettre sans mort en cause. Avec l'aide de beaucoup de personnes, oui. Mais il fallait avoir une volonté politique de le faire. La volonté politique était là. Moi, j'étais un petit peu comme l'homme passerelle pour essayer de faire les choses marcher. Et je suis extrêmement content aujourd'hui que ça a marché parce que c'était une des choses que le Premier ministre a insisté pour qu'on commence. Lui, il voulait qu'on commence avant le 30 juin. On n'a pas réussi, on a commencé le 2 août. Mais on a réussi à faire cela et vraiment quasiment dans les délais impartis. Et quand moi j'ai quitté le Turf Club, j'ai été remplacé par Santosh Gajada, qui a été absolument excellent, et backed up par l'équipe qui était avec moi depuis 2022. On a gardé le Turf Club vivant alors que nous n'avions strictement rien, mais nous avions une force inestimable. C'est la force des membres du Maurice Turf Club qui ont donné des sous pour qu'on puisse survivre et arriver où nous sommes arrivés aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Gavin Glover. Merci pour l'invitation. Donc, c'était M. Gavin Glover qui était l'invité ce soir de l'émission Décryptage. Pour rendre cette émission-là possible, nous vous remercions à toute l'équipe vidéo, Patrice Lajoie, Abel Pell, Andy Cupidon, Ken Oliver Pénélope, Prix de Vie et tout le monde qui nous contribue pour faire l'émission venir de succès. Merci aussi à Nenden Kamachi. Je vous termine l'émission avec les photos de la semaine réalisées par les photographes de l'Express. Merci et bonne soirée. Pas oublier like, comment, share, subscribe, nous passe pour suivre une prochaine vidéo et émission qui peut venir. Merci et bonne soirée.